Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je voudrais d'abord remercier la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et l'école de Chaillot qui m'ont invité à vous présenter ce soir quelques aspects du logement ouvrier en France de 1830 à 1914. Avant de traiter devant vous du logement ouvrier, je voudrais d'abord vous dire ma confusion et mon regret de ne pas vous faire rêver. Loin de l'hôtel aristocratique et de ses lambris dorés que vous avez pu voir il y a, je crois, une quinzaine de jours, loin de l'immeuble haussmannien présenté la semaine dernière, loin des villas de villégiature que Bernard Toulier vous a montré avec ses paysages sublimes, le logement ouvrier s'inscrit en effet dans un paysage industriel ingrat, dans un contexte économique et social austère et laborieux qui inspire d'abord plusieurs remarques. À l'inverse des types architecturaux cités, le logement ouvrier est presque absent de l'histoire de l'architecture, exception faite de quelques réalisations exceptionnelles. On pense tous aux salines d'Arc-et-Senans, aux familistères de Guise, à l'usine Meunier de Noisiel, dont la maquette est en haut dans la galerie des maquettes, et en dehors de quelques études qui se concentrent le plus souvent sur la période de l'entre-deux-guerres. Il faut cependant rendre hommage au travail pionnier de Roger-Henri Guérand et à celui de ses successeurs, dont vous avez quelques références bibliographiques qui vous ont été données, je crois. C'est également un sujet quasi absent de l'histoire et de l'étude du patrimoine industriel, tel en tout cas qu'envisagé d'abord par Maurice Domas, hormis quelques monographies locales qui prennent en compte la totalité du site, et je pense aux monographies qu'on trouve sur le Creusot, sur certains sites miniers comme les ardoisières d'Angers et Trélazé ou aux mines de potasse d'Alsace, et quelques autres. Peut-être cette quasi-absence s'explique-t-elle par la pauvreté architecturale du logement ouvrier. Peut-être est-elle due aussi à la rareté des témoins de ce genre. Il faut sans doute aussi attribuer la rareté des études sur le sujet à la mésestime et au manque de clarté entourant la notion même de logement. L'introduction d'une étude intitulée « Logement et habitat, l'état des savoirs », publiée il y a une dizaine d'années, en propose une approche. Je cite : « Le logement est une unité d'habitation, appartement ou maison, abritant régulièrement un ou plusieurs individus qui en partagent l'usage. C'est avant tout un bien matériel que l'on peut identifier dans notre société à partir de ses occupants, de sa localisation, de sa forme architecturale. » Fin de citation. Pierre Merlin, dans son dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, paru au PUF en 2000, précise « Un logement se caractérise par son type, maison individuelle, appartement dans un immeuble, par ses dimensions, surface, nombre de pièces, par son âge, date de construction ou de réaménagement, par ses éléments de confort, l'eau courante, la salle d'eau, les WC, le chauffage, etc., ou encore par son taux d'occupation. On distingue aussi le mode de groupement des logements, leur densité, leur statut d'occupation, propriété des occupants, location, disposition gratuite, et leur mode de financement. » Fin de citation. L'étude du logement ouvrier en France de 1830 à 1914 doit ainsi prendre en compte l'histoire de l'industrialisation, ainsi que celle de l'émergence de la classe ouvrière et de sa prise de conscience par elle-même et par la société entière, l'étude du rôle des différents intervenants dans la solution d'une question, le logement ouvrier d'abord négligé, puis timidement abordé par une partie du patronat, enfin prise en considération par différents acteurs d'une politique naissante de réforme sociale. Enfin, l'inventaire des formes prises successivement ou parallèlement par un logement qui, avant d'inspirer des types spécifiques, a connu des avatars plus que modestes qui le disqualifièrent longtemps au regard de la réflexion architecturale. L'histoire du logement ouvrier, du taudis au logement, de la maison individuelle à l'immeuble collectif, de la propriété à la location, avant même l'émergence de la notion de logement social, passe donc par une approche pluridisciplinaire convoquant l'histoire économique et sociale, l'histoire des idées, l'histoire urbaine, parfois aussi l'histoire locale, sans oublier l'archéologie industrielle, tant les premières phases de l'industrialisation semblent aujourd'hui oubliées. De 1830 à 1848, en France, la naissance et le développement de l'industrie s'accompagnent d'une lente émergence de la condition ouvrière. Dans une France encore largement, ou très largement même rurale, une main-d'œuvre en surnombre pratique à temps partagé
une activité complémentaire qui penche autant vers l'artisanat traditionnel que vers le statut ouvrier. On trouve des paysans ouvriers en Flandre où ils sont tisserands à domicile, aux environs de Saint-Étienne où ils fabriquent des armes, des outils, en Limousin, et Eugène Leroy a bien raconté la vie de ces porcelainiers ruraux, dans le Jura où on se livre au tournage des pipes, en Franche-Comté où l'activité horlogère est traditionnelle, dans les Cévennes, et l'on connaît bien l'activité des soyeux, et j'en passe. Ces paysans qui continuent à vivre en milieu rural logent dans des maisons paysannes. Que rien ne distingue vraiment de l'habitat traditionnel. Mais ces activités se concentrent dans les campagnes qui environnent des centres urbains où se tiennent les organisateurs du travail, qui installent les machines à domicile et distribuent la matière première et la nature des tâches. Dès cette période cohabite une activité pré-industrielle en milieu urbain, tels les canuts lyonnais ou les tisserands de Lille ou d'Armentières. Des artisans ouvriers travaillent et vivent en ville où leur logement constitue aussi leur lieu de production dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité dénoncées par les observateurs de l'époque. Dans son tableau de l'état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de soie, le docteur Villermé dénonce en 1840 la misère des ouvriers du textile qui commence par la misère de leur logement. On voit ici dans cette gravure publiée en 1887, mais qui ne fait que reprendre un état bien antérieur, un habitat ouvrier qui voyait être à moitié enterré, éclairé par des fenêtres en partie supérieure, où cohabite toute la famille. Je dirais cohabite et co-travail, puisqu'en fait le travail est partagé par tous les membres de la famille qui vivent dans la même pièce, qui est à la fois donc logement et atelier. En effet, la ville de la monarchie de Juillet subit un gonflement démographique sans précédent, dû à un exode rural massif qui accentue parallèlement un développement industriel puissant. La croissance démographique des villes, et de Paris particulièrement, est à la fois la cause et la conséquence d'une augmentation de la production et des activités industrielles dont l'implantation se fait de préférence hors des murs de la ville, c'est-à-dire dans les faubourgs. François Loyer, étudiant les constructions du quartier de la Goutte d'Or, observe ainsi que sur ces coteaux, jadis couverts de vignes, intégrés à la ville par la construction à la fin du XVIIIe siècle de l'enceinte des fermiers généraux, se sont élevés des immeubles urbains dont les communs ont été transformés en logements ouvriers sous le règne de Louis-Philippe. Les constructions annexes, conçues au fond de cour pour abriter écuries et logements de palefreniers, avaient la forme de modestes bâtisses d'un étage, plaquées en fond de cour contre les murs mitoyens et couvertes en appentis. Alors, on a ici une de ces maisons, actuellement dans une rue ouverte à Issy-les-Moulineaux. Il y en a plusieurs, il y en a tout un rang. Et en fait, la rue est ouverte car elle a été percée dans une cour de ces immeubles. Et on voit très bien ces logements qui sont en rez-de-chaussée, avec un niveau de cave ou de sous-sol à demi enterré, et avec souvent un logement sous le comble. Un tel parti répondait en effet à la nouvelle vocation du quartier, je parle donc du secteur de la Goutte d'Or, qui, après avoir habité les rouliers aux portes de la ville, accueillait désormais les ouvriers des ateliers du quartier de la Chapelle, dans les anciens communs transformés en habitations. L'industrialisation, qui s'opère à marche forcée, présente alors deux types de situations. En marge des villes, l'industrie des faubourgs provoque d'abord une certaine dislocation entre logements urbains et lieux de travail. Et là, nombre de chroniqueurs nous rapportent la longue marche des ouvriers pour se rendre de leur logement à leur lieu de travail. Ils arrivent le matin déjà épuisés par de longs trajets. La misère de la condition ouvrière à laquelle contribuent de bas salaires rejaillit sur les conditions d'un logement qui, faute de moyens financiers et de locaux appropriés, contraint l'ouvrier à se loger en surnombre dans une ville anciennement bâtie, car c'est le Paris de l'Ancien Régime et de la Restauration, sans que personne ne s'en préoccupe, la grande ville étant tenue pour un lieu offrant traditionnellement la ressource de logement existant. Face à la pénurie, la notion au problème du logement ouvrier diffère en fonction des catégories de personnes concernées.
alors que le personnel d'encadrement et la direction bénéficient de toutes les attentions des employeurs, on trouve souvent des belles villas ou des beaux appartements en centre-ville, les ouvriers célibataires ou ceux qui ont souvent laissé leur famille dans leur campagne d'origine découvrent la pratique des garnis que décrit ainsi Paul de Kock. Pour 4 sous, quelquefois moins, vous avez le droit de passer la nuit dans un garni. Mais vous n'avez pas une chambre pour vous seul. On vous ouvre une chambre déjà habitée, quelquefois par une dizaine d'individus. Figurez-vous une pièce de 15 pieds carrés à peu près, point de papier sur la muraille. Pour couchette, une mince paillasse placée à terre dans un coin de la chambre et sur laquelle est une grosse couverture de laine, publiée en 1842. D'autres encore habitent sous les toits d'immeubles. Donc on a ici une gravure en 1847 qui montre bien cette répartition sociale en fonction des étages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au rez-de-chaussée, dans une pièce tout de même très mal éclairée, l'atelier d'un tailleur, et on voit toute la famille en fait vit et travaille dans cette pièce très mal éclairée, et que tout à fait en haut, sous le comble, qui est manifestement pas prévu pour cet usage, loge une femme plus ou moins seule, il me semble qu'il y a un enfant, mais on est loin des immeubles haussmanniens dont les combles sont prévus pour abriter des domestiques sur 1 ou 2 niveaux. Donc, sous les toits des immeubles, on trouve des combles qui n'ont jamais été conçus pour cela. Eugène Sue, dans Les Mystères de Paris, décrit une mansarde de la rue du Temple. Durant le jour, ce taudis est éclairé par une lucarne étroite, oblongue, pratiquée dans la partie déclive de la toiture et garnie d'un châssis vitré qui s'ouvre et se ferme au moyen d'une crémaillère. À peu de distance du chevet de la grand-mère s'étend aussi parallèlement au mur la paillasse qui sert aux 5 enfants. On a glissé les enfants dans une paille humide et nauséabonde. La toile d'enveloppe leur sert ainsi de drap et de couverture. Enfin, aux portes de la ville se développent des rangs de logements sous-appentis, comme ici à Suresnes, qui d'abord, issus d'anciens communs transformés, apparaissent dans les faubourgs sous forme de lotissements indépendants. Effectivement, après avoir transformé les anciennes écuries et logements de palefreniers dont je vous parlais tout à l'heure, des lotisseurs construisent des rangs entiers à l'intérieur, en profondeur des parcelles, souvent à l'arrière des parcelles de beaux immeubles. Aujourd'hui encore, ce type de construction se rencontre surtout dans les anciennes campagnes de la proche périphérie parisienne, à Issy-les-Moulineaux, à Vanves, à Meudon, à Boulogne-Billancourt, à Suresnes, à Clichy, à Neuilly même. Ils sont élevés en bord de voies ou de parcelles, et ces rangs de maisons ouvrières économes de l'espace urbain permettent aussi à l'entrepreneur, par leur faible profondeur, d'économiser sur l'organisation interne par l'adoption d'un parti aussi archaïque que simpliste. C'est souvent la distribution traversante. Alors ici, on a une coursive extérieure. C'est un des 2 cas de figure que l'on rencontre. Dans d'autres cas, les pièces se distribuent les unes les autres. Avec sa forme réduite au plus simple appareil, la charpente en appentis constitue une autre source d'économie. Ces rangs qui s'allongent au gré du parcellaire et se replient en courée, ici à Boulogne-Billancourt, donc avenue Victor Hugo, alors là on a des distributions traversantes, sont souvent démunis de tout aménagement urbain préalable, voirie, éclairage. Ici, toujours à Boulogne-Billancourt, une courée, rue Émile Landrin, adduction d'eau, écoulement, et loin de tout équipement, transport, commerce, emploi, constituant des lotissements défectueux avant la lettre. Il arrive que l'exiguïté de la parcelle réduise l'espace disponible à la seule cour commune ou à l'inconfort de toilettes partagées, installées en fond de cour, à proximité de la pompe collective et souvent engorgées, donc source d'infections diverses, s'ajoute à la promiscuité et à l'insalubrité de logements privés d'air et de lumière, situation qui alimentera la réflexion des philanthropes et des hygiénistes quelques décennies plus tard. Le désir des constructeurs et des propriétaires d'accroître encore la rentabilité de leurs investissements les conduit assez vite à passer d'agrestes lotissements à de véritables ensembles en L puis en U, comme c'est le cas ici. Si les premiers rangs
ne dépassait pas un étage. On voit poindre à la fin du siècle des immeubles de 3 étages, parfois en rang simple, comme on en trouve à Neuilly ou à Colombes, mais aussi en ensemble dont la densité confine à l'entassement. On en trouve à Suresnes et, par exemple, ici à Suresnes, rue Émile Duclos. Une distribution interne en enfilade était réservée à de petites constructions. Le nombre des logements et celui des étages interdisant une telle économie, les constructeurs ont dû installer des escaliers et des galeries extérieures. En voici une autre à Boulogne-Billancourt, rue Paul Bert, qui est en plus une parcelle traversante. Elle donne sur la rue d'Aguesseau par l'autre bout. Selon un parti, galerie extérieure, selon un parti hérité d'auberges d'Ancien Régime, que reprennent dès la monarchie de Juillet les casernes ouvrières élevées en milieu rural. Et on en trouve par exemple une ici à Vierzon, donc dans le quartier de Vierzon-Forges, qui est en assez mauvais état, et une autre avec un document, où on les voit bien habités, et on voit le taux de remplissage de la population. Car l'industrie s'implante parfois à l'écart des villes, au plus près des gisements de minerais ou sur le site fournissant l'énergie, comme par exemple le puits de mine ou la chute d'eau, par exemple sur le Cher aux forges de Vierzon. Pour loger un personnel déraciné, plus spécialisé que la main-d'œuvre rurale ordinaire qui se loge en général sur place et qui est recrutée sur place, les chefs d'entreprise élèvent de véritables casernes ouvrières. Alors, caserne, je le mets entre guillemets, car c'est une expression de l'époque, mais on verra qu'en fait, il y a d'autres types de logements qui ressemblent plus à la formule même de la caserne militaire. Donc, des casernes ouvrières dont les bâtiments de faible profondeur comptent autant de travées que de cellules. Chaque étage est ainsi distribué par des galeries en forme de coursive, ouvertes, desservies par un escalier à claire-voie placé à une extrémité. La caserne de l'usine de Grossouvre, dans le Cher, voici, édifiée en 1833-34, semble la plus ancienne d'une longue série, reprise durant la seconde moitié du siècle. Aujourd'hui repérable à Paris sous forme résiduelle, on en trouve par exemple 77 rue de Charonne, on en trouve dans d'autres endroits encore. La formule y fut sans doute bien plus fréquente dans les anciens quartiers industriels, comme les 11e, 12e, 13e, 19e et 20e arrondissements, et connut une fortune européenne, puisqu'on en trouve aussi à Londres, comme à Bruxelles, à Vienne ou à Budapest. On en repère encore aussi un certain nombre en banlieue parisienne, au Lilas, à Boulogne-Billancourt, ici, au fond, là, ici, on a cette formule en fond de cours, à Meudon, ainsi qu'en province, à Unieux, par exemple près de Firminy, voilà, la caserne Holzer, qui est datée, elle, de 1861. Dès le XVIIIe, cependant, les maîtres de forge vont également s'inspirer du modèle des casernes militaires. Ici au Creusot, 2 modèles de casernes, dont on voit bien les systèmes avec murs de refend qui distribuaient des chambrées et qui aujourd'hui qui dans ce cas-là distribuent en fait des logements souvent de 2 pièces, donc murs de refend traversants. Donc, s'inspire du modèle des casernes militaires mis au point par les ingénieurs du génie dès l'époque de Vauban, qui ont bien été étudiés et publiés par Jean d'Allemagne, pour au Creusot, par exemple, proposer des immeubles collectifs regroupant jusqu'à 130 logements sous le même toit et qui proposent de véritables chambrées à peine cloisonnées, distribuées par des cages d'escalier transversales. Celles-ci ont été détruites, mais à Corbeil, la papeterie d'Essonne offre aujourd'hui encore un témoin visible et habité de ce type de logement. L'entreprise Schneider multipliera les casernes jusqu'en 1847, constituées de logements d'une pièce, parfois dotés d'un cabinet, avec chambre mansardée pour les célibataires. Pourtant, 15 ans plus tôt, toujours au Creusot, les ingénieurs Mamby et Wilson y réalisent dans la Combe des mineurs, on voit ici, un modèle précurseur qui remet en cause la brutalité de l'immeuble collectif et tente de concilier logement répétitif économique et maison individuelle. Rompant avec une distribution intérieure collective, chaque logement dispose
d'une entrée individuelle et directe sur le foyer familial. Implantée en milieu rural, cette formule témoigne d'un passage de l'habitat paysan à l'habitat ouvrier, importé du Pays de Galles par des ingénieurs qui font bénéficier le Creusot de l'avance de la Grande-Bretagne en matière de développement industriel. Ce transfert, qui porte déjà en germe le débat à venir du logement ouvrier, collectif ou individuel, trouvera un écho en France dans les rangs de maisonnettes, les corons, que feront bâtir entrepreneurs industriels et compagnies minières. Ce n'était pas du tout l'apanage des compagnies minières. À Anzin, par exemple, dès 1825, pour loger les travailleurs et leurs familles, selon un parti dont la répétitivité désespérante le dispute à l'exiguïté. Dans ses observations préparatoires à son roman Germinal, Zola note en 1884 les corons. 1. En longue file, 2 rangs de maisons collés dos à dos, un petit trottoir de briques sur champ. De l'autre côté de la rue, des jardins sales, très peu cultivés, des puits communs, des lieux communs. Pas de séparation, quelques clôtures éventrées. Devant chaque maison, des tonneaux posés pour recevoir l'eau pluviale, qui est meilleure pour la lessive. On entre dans la pièce du bas, qui est de plein pied, murs et plafonds peints en clair, sol dallé très proprement. Le dimanche, on lave et on jette sur le carreau un sable blanc. La cheminée haute contient au milieu une grille à charbon où le feu est allumé. Dans cette pièce du bas, tout le monde vit, le père, la mère, les enfants. Plus il y a d'enfants, moins c'est propre. En bas, une cave. En haut, un couloir d'abord où les enfants couchent. Puis une chambre pour le père et la mère, dans laquelle il faut bien aussi que des enfants se trouvent parfois. Dans le débat sur le logement ouvrier qui anime en France politiques, philosophes ou économistes, de 1830 à 1870, manque un acteur essentiel, la classe ouvrière, alors que sa misère émeut toutes sortes de gens. Les philanthropes, comme le docteur Villermé, des libéraux, comme le baron de Gérandeau, des philosophes utopiques, comme Étienne Cabet ou Charles Fourier. Tandis que Proudhon veut rendre la propriété accessible à la classe ouvrière, Engels estime que la misère n'est que le reflet de l'exploitation capitaliste, que l'amélioration du logement ouvrier s'inscrit dans la lutte des classes, dont seule une révolution en changera l'issue. L'abondance des discours révèle en fait la découverte de l'émergence numérique du monde ouvrier, mais leur caractère utopique s'explique par le fait que ces penseurs ne sont que rarement issus de ces rangs. La lente formation d'une conscience de classe conduira un ancien ouvrier, Jean-Baptiste Gaudin, parvenu aux responsabilités patronales, c'est lui qui dirigera les fameux poêles Gaudin, les poêles en fonte, à traduire dans la réalité l'utopie fourriériste dans son familistère de Guise, construit en 1861. Ce qui est intéressant, c'est évidemment l'ensemble des bâtiments qui réunissent un certain nombre d'ailes de logement et qui se tiennent à proximité du lieu de production. En plus des logements et des lieux de production, le familistère de Gaudin, qui rassemble donc un certain nombre de familles associées à la production de ces poêles, offrait également un certain nombre de services hygiéniques, éducatifs et sportifs. Donc c'est un prototype tout à fait avancé. Ce qui est moins intéressant, ou qui est intéressant mais moins novateur, c'est le fait que les logements sont en fait des cellules où sont répartis les individus, mais qui ne répondent pas à la structure familiale. Par ailleurs, quand on regarde la façon dont est construit le bâtiment, ce sont des ailes de bâtiments dont la circulation se fait par une coursive extérieure. C'est-à-dire que tout le monde vit en fait plus ou moins sous le regard des autres et on se rassemble dans la cour avant d'aller au réfectoire ou aller travailler. Si le projet philosophique et politique qui l'inspire innove par la volonté d'inventer une vie communautaire restaurant la dignité de l'individu, par-delà l'activité laborieuse et aux dépens de la structure familiale dissoute, dont le parti architectural et le programme de services communs devaient constituer le cadre et l'instrument, la forme architecturale,
qui aligne un parti cellulaire desservi par des coursives dominant un espace collectif central, n'a rien de très neuf ni de très séduisant. En réalité, de la fin du Second Empire aux années 1880, la situation matérielle du monde ouvrier ne s'améliore guère globalement, reste en fait de subordination économique et de précarité. Insalubrité et précarité définissent encore et toujours le logement d'ouvriers qui supportent de plus en plus mal l'exiguïté et la surpopulation de logements sans confort, la promiscuité et le manque d'hygiène de locaux insalubres où sévissent les épidémies, typhoïde, choléra. Malgré une apparente stagnation, la question du logement ouvrier progresse lentement entre 1830 et 1880, mais à la suite d'initiatives diverses et isolées, d'éléments modérés et pragmatiques dont les idées se traduisent par des réalisations d'inspiration essentiellement libérales. C'est de villes industrielles comme Mulhouse que viendront les premières initiatives philanthropiques où des notables, qui sont à la fois en charge des affaires publiques et à la tête d'entreprises industrielles, de textiles en particulier, tentent de resserrer le lien social dans une société urbaine et industrielle grâce à des œuvres touchant à la fois à l'épargne ouvrière, à l'éducation, à l'hygiène et au logement. Le patronat alsacien, majoritairement calviniste, engagé dans la vie publique et les affaires, crée en 1825 la Société industrielle de Mulhouse, animée d'un civisme militant afin d'intervenir dans le domaine social, notamment par le biais d'une caisse d'épargne d'entreprise. En 1852, une enquête de la Société industrielle sur l'habitat ouvrier conclut que l'habitat pavillonnaire correspond à une vraie et profonde attente des ouvriers en matière de logement. L'expérience des maisonnettes avec jardin, construite avant 1840 par l'un de ses patrons, André Cochelin, pour ses ouvriers, avait notamment servi de test préalable. Cochelin avait créé la Société alsacienne de construction mécanique pour louer ses maisons à ses employés. Son gendre, Jean Dollfuss, reprenant les rênes de l'entreprise DMC, Dollfuss, Mig et compagnie, veut pousser plus avant l'expérience car l'accession à la propriété par l'épargne lui semble encore le meilleur moyen d'éduquer le peuple en développant chez lui l'esprit de prévoyance et d'économie et le moyen de l'insérer dans la société par une vie de famille et de propriétaire. Il fonde une société immobilière pour créer des lotissements. On a une vue ancienne de ces lotissements et l'on voit que là encore, on a des structures qui sont des structures de bâtiments. Ce sont des maisons en apparence, en fait divisées par un mur de refend et divisées dans leur longueur. Donc en fait, on a 4 logements, on le verra sur des plans tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir ce paysage de maisons qui est en fait constitué de beaucoup plus de logements ouvriers. Donc des lotissements qui doublent bientôt la vieille ville et confie à l'architecte Émile Muller la construction d'une série de 4 types de maisons différentes. Celui-ci conçoit une maison d'un étage avec cave et grenier, divisée en 4 logements. Voilà, donc on voit très bien cette maison, dont en fait, qui est divisée donc dans les deux sens, avec une pièce commune globalement au rez-de-chaussée et je pense que c'est ici, et des chambres à l'étage qui sont là. Et donc, c'est construit de façon répétitive. On a donc 4 familles qui vivent dans chacune de ces unités d'habitation. Donc, une maison d'un étage, divisée en 4 logements, entourée d'un jardin, en une forme médiane entre pavillon et semi-collectif. Les occupants sont libres de le louer ou d'acheter. L'opération est un succès puisqu'en 1854, sur 100 maisons construites, 49 sont déjà vendues. En 1882, 1000 maisons ont été vendues. Atteignant la taille de quartiers, voire de secteurs urbains, les nouveaux lotissements appellent des équipements à la mesure de la population logée. Donc on voit ici, il y a des bains et des lavoirs avec des étuves qui ont été construits pour compléter les équipements collectifs. Dollfuss réinvestit donc les profits de la Société mulhousienne des cités ouvrières dans des équipements communs. Il y aura une salle d'asile, donc une école maternelle et pour 250 enfants, un établissement de bains, des lavoirs, une coopérative d'alimentation, une boulangerie et quelques autres services.
Cette réussite n'est pas isolée et nombre d'entreprises vont, au cours du XIXe siècle, multiplier les cités ouvrières en location ou en accès à la propriété. L'entreprise Schneider, au Creusot, va multiplier les lotissements de différents types. On voit donc les maisons simples, les maisons avec double logement. Ici les documents. Ici donc la cité Saint-Eugène. Ici le lotissement du quartier donc, de la Ville-Dieu. Et donc Schneider ne sera pas seul, Japy à Beaucourt, les compagnies minières ou certaines compagnies ferroviaires feront de même. Ce mouvement en faveur du logement ouvrier d'initiative patronale est un mouvement européen, à la pointe duquel figurent l'Angleterre et la Belgique. La presse philanthropique, notamment les Annales de la Charité, dirigées par le baron de Gérondeau, ou architecturale, s'intéresse à ces réalisations. La Revue générale de l'architecture de César Daly rend compte en 1845-46 de l'architecture des prolétaires anglais, publiant un hôtel pour célibataires, un immeuble à loyer et un lotissement de maisons ouvrières. En 1852, il donne les plans des maisons ouvrières édifiées par Henry Robert à Londres, présentées l'année précédente au Congrès d'hygiène de Bruxelles, naguère étudié par François Hamon. Ce sera l'une des premières initiatives en 1850 du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait, dans son exil anglais, visité ses réalisations pionnières de faire traduire l'étude de Roberts des habitations des classes sociales ouvrières et d'en assurer une large diffusion auprès du patronat, de la presse, etc. Face à la densité de la construction parisienne et face à la cherté des terrains, Louis-Napoléon crée en 1849 la Société des ouvriers de Paris, dont la première réalisation sera la cité de la rue de Rochechouart, habitée dès 1851. La cité de l'architecte Marie-Gabrielle Veny compte 200 logements d'une ou deux pièces répartis en 4 corps de bâtiments disposés autour d'une cour allée centrale couverte. Alors c'est intéressant, encore une fois, on retrouve des parties qui sont tout à fait récurrents, c'est-à-dire que ce sont des corps de bâtiments couverts en appentis, dont la cour centrale, qu'on aurait pu appeler courée, est en fait totalement vitrée et avec des coursives extérieures. Voici la distribution intérieure. Donc les logements s'ouvrent d'une part sur la cour intérieure, qui est en fait donc une espèce de corridor couvert, mais simplement d'une verrière, hein, et d'autre part sur l'extérieur. Toilettes et évacuation sont à l'étage sur les paliers, et l'eau est fournie par une pompe dans la cour. Lavoir et bain, garderie, service médical constituent des services communs offerts gratuitement. Devant l'échec relatif essuyé par une forme de caserne mal reçue par les ouvriers, car il y avait à la fois des services communs mais aussi des servitudes, des horaires, un gardien qui surveillait les allées et venues, le prince-président affecte en 1852 10 millions pour améliorer le logement des ouvriers des grandes villes. Une partie servira à subventionner des constructeurs, des banquiers, des propriétaires, s'engageant à respecter des critères d'économie et de salubrité pour des logements d'environ 27 mètres carrés. C'était à peu près la surface moyenne que l'on attribuait à une famille ouvrière, c'est-à-dire globalement 2 pièces, une pièce commune et une pièce pour le couchage des parents en particulier, évitant la promiscuité et la concentration ouvrière. La réalisation de ces 1500 logements aura aussi permis de mettre au point et d'expérimenter des types d'immeubles. Donc on a ici 2 types d'immeubles, ici avec chacun 2 pièces, éclairées donc par 2 baies de chaque côté, et ici en fait un immeuble qui a 2 cages d'escalier et qui lui permet d'avoir 4 logements pour une façade qui n'est pas beaucoup plus importante que la première. Celui-ci a été réalisé sur l'avenue Daumesnil à Paris dans le 12e, et celui-ci, je crois, dans le 17e arrondissement, il me semble. Donc, expérimenter des types d'immeubles et de maisons, enfin ce qu'on appelle des maisons ouvrières, c'est souvent des immeubles viables, qui feront référence au cours de la seconde moitié du siècle, et dont Émile Cacheux, grand bâtisseur de logements ouvriers à la fin du siècle, ne cessera de se réclamer.
L'exposition universelle de 1867 va fournir à l'empereur, donc à la fin de son règne, l'occasion d'approfondir ses tentatives pour améliorer le logement ouvrier en profitant des expériences européennes et en consacrant une section aux habitations caractérisées par le bon marché unies aux conditions d'hygiène et de bien-être. Tandis que des entrepreneurs pouvaient exposer des pavillons représentatifs de la maison individuelle sur un terrain voisin du palais de l'industrie, donc on voit ici quelques-unes de ces maisons ouvrières exposées en 1867, Napoléon fait bâtir des immeubles viables rue de Montessuie et donc avenue Daumesnil. On retrouve l'immeuble de tout à l'heure et on voit les différents types de distribution. Dont les types sont reproductibles car répondant à un rendement confortable, moyennant une forte densité, 8 logements par étage et un respect minimal des normes hygiéniques. Le commissaire de l'exposition, Frédéric Leplay, un polytechnicien sensible aux idées saint-simoniennes et en même temps nourri de catholicisme social, se montrait plutôt partisan pour les ouvriers de la maison familiale, considérant que le libéralisme sauvage et l'industrialisation forcée compromettaient l'harmonie sociale en laissant de côté une classe laborieuse, désemparée et misérable, privée du soutien de la famille et de la religion et de la morale. Pour lui, la paix politique et sociale ne pouvait venir que de la jouissance du logement, dont la maison individuelle était le modèle, car, disait-il, elle développe chez l'ouvrier le goût de la propriété et les sentiments moraux qui s'y rattachent. Une enquête menée pendant l'exposition montre alors que sur 6 millions d'ouvriers français, 65 000 d'entre eux seulement bénéficient d'un logement patronal. Il y a donc une urgence à faciliter l'accès des ouvriers à un logement sain, à populariser encore la maison individuelle et, autant que possible, à faciliter l'accès à la propriété. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les investisseurs de toutes sortes de l'urgence d'une politique d'économie sociale. Ainsi, à Malakoff, l'entrepreneur lotisseur Alexandre Chauvelot, qui était déjà l'auteur de plusieurs lotissements du 14e arrondissement, dont le passage des Thermopyles et quelques autres, tente une variante individualiste du rang de maison sous appentis en alignant des maisons individuelles perpendiculairement à la voie publique et en attribuant à chacune un jardin privatif. Alors, au lieu d'être parallèles à la voie, elles sont perpendiculaires, ce qui leur permet de garder une certaine intimité puisque le mur de la maison suivante est totalement aveugle et donc, malgré la relative densité de ces logements, on y conserve une certaine intimité familiale, plus le jardin qui est très important pour à la fois l'oxygénation des ouvriers et pour leur permettre d'avoir éventuellement un petit potager. En plus, pendant que le père de famille jardine, il ne va pas au bistrot. À Clichy, la veuve Thénard fait construire une cité, la cité Jouffroy-Renault, que l'on voit, je crois, en haut, oui c'est ça, et en bas on verra la villa Boileau, de 76 maisons avec jardinets de part et d'autre d'une voie privée. Disposant d'éléments de confort novateurs, toilettes privées, eau courante, fourneaux, caves, les maisons sont mises en location-vente payable sur 15 ans. Le succès de ces logements tient souvent à la présence de parties annexes permettant d'occuper l'ouvrier loin du bistrot et de nourrir sa famille à bon compte. C'est dire l'enjeu des jardins ouvriers qui, lorsqu'ils n'entourent pas le logement, se multiplient près des villes, en marge des emprises ferroviaires ou sur les glacis des fortifications, à l'initiative de notables du genre le maître Renaudin à Sceaux. Ce sera plus tard, sous la Troisième République, que l'abbé Lemire fondera la fameuse Ligue des jardins ouvriers et du coin de terre, mais cette préoccupation commence à se développer dès le Second Empire. Pour autant, la politique impériale en faveur du logement ouvrier n'est pas dénuée d'une certaine ambiguïté. D'abord, les initiatives philanthropiques restent numériquement minoritaires, car elles sont faites de personnalités généreuses, peu représentatives d'un libéralisme ambiant auquel la classe ouvrière inspire plus de crainte que de pitié. Ensuite, ces initiatives ne logent qu'une infime partie des ouvriers de ces entreprises. L'ambitieux programme de travaux du préfet Haussmann, ensuite, a pour effet de chasser massivement les ouvriers de Paris,
soit directement en détruisant leur logement, soit indirectement par la hausse des loyers qu'ils provoquent, et qui pousse les ouvriers vers les faubourgs et vers une banlieue où des propriétaires de terrains vagues se muent en promoteurs sans scrupules qui se hâtent d'y élever courets, lotissements appentis, caves, mansardes et garnis. On retrouve ici, donc sur les hauteurs de Belleville, qui ne sont pas encore totalement construites, et on voit ici le chemin de fer de Petite Ceinture qui vient d'être construit en 1851, déjà des lotissements avec coursives extérieures qui sont déjà construits, il n'y a pas encore de route, on retrouve le vieil habitat sûrement du début du 19e ou même peut-être plus ancien, et déjà les lotisseurs se sont emparés d'un certain nombre de terrains sentant la bonne affaire à proximité du chemin de fer. Au terme du Second Empire et à l'issue des journées de la Commune qui n'ont pu qu'aviver la haine des classes, la question du logement ouvrier reste cruellement d'actualité et le restera encore des années. Pour des loyers parisiens qui augmentent de 20 à 25% entre 1878 et 1882, la majorité des ouvriers ne trouvent que des logements inconfortables et insalubres. À Paris, aux élections municipales de 1882, du côté des travailleurs, deux courants socialistes s'emparent de la question. Le courant possibiliste, le plus modéré, réclame la municipalisation du sol de Paris afin de pouvoir édifier sur ces terrains vacants des habitations ouvrières protégées des lois du marché. Plus radical, le courant guesdiste condamne toute réforme municipale susceptible de démobiliser une classe ouvrière à qui la Révolution apportera, par l'abolition de la propriété, la réponse au problème du profit des propriétaires. Alors qu'une gauche socialiste s'enferre dans des débats sans fin, s'affirme un courant hygiéniste composé de médecins, de scientifiques et de responsables municipaux qui s'accordent pour dénoncer le non-respect des règlements sanitaires pourtant édictés par une loi de 1850 et le manque d'hygiène des logements, eau polluée, logements surpeuplés et mal aérés, toilettes insuffisantes, etc. Tous les chroniqueurs en conviennent. En 1878 se tient à Paris le premier congrès international d'hygiène, suivi d'un autre à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Le congrès de 1879 mettra d'ailleurs à l'ordre du jour la question des maisons et des cités ouvrières. Les principales réalisations en matière d'habitation ouvrière émanent alors d'hommes politiques et d'entrepreneurs qui, au nom d'un réformisme modéré entre conservatisme éclairé et socialisme révolutionnaire, tiennent la propriété ouvrière pour garante d'une certaine stabilité politique dans la lignée de Frédéric Leplé. Si la Société des habitations ouvrières de la Seine, fondée par Jean Dollfus et Jules Siegfried, n'a pas fait long feu, d'autres réalisations témoignent de la viabilité de tels projets. La cité ouvrière du chocolatier Meuniel, qui est construite à proximité du fameux moulin, dont l'architecte est Jules Saunier, celle de la cité des orgues Alexandre à Ivry-sur-Seine, qui est aujourd'hui démolie, les lotissements Schneider au Creusot, les corons des mines d'Anzin ou des aciéries d'Isberg dans le Pas-de-Calais, que l'on voit ici, on voit l'aciérie à l'arrière-plan, parmi d'autres, témoignent du souci patronal de stabiliser une main-d'œuvre en lui offrant un logement sain dont il pourra éventuellement se rendre acquéreur. Ce n'est pas toujours le cas. Ancien élève de Muller à l'école centrale, Émile Cacheux, qui assiste Muller dans son étude sur les habitations ouvrières en tout pays, édité d'abord en 1879, réédité en 1889, entreprend, grâce aux capitaux apportés par un bon mariage, de construire 20 ans durant des lotissements en région parisienne, dont il revend les maisons par annuité, pratiquant sur le terrain une expérimentation positive dont les conclusions juridiques, économiques et techniques seront précieusement consignées. C'est à Paris que les villas Boileau, donc on voit différents modèles de maisons, la maison individuelle en rez-de-chaussée, la maison à étage, ici, avec son toit en appentis, donc adossé en forme de parcelle avec le jardin devant. C'est donc à Paris que les villas Boileau, Murat et Chesson lui permettent de mettre au point des plans et des élévations de maisons types que l'on va retrouver dans les lotissements à Vanves, à Malakoff, au Lilas, à Boulogne, ici rue Fernand Pelloutier
Ferdinand Pelloutier, vous voyez donc une de ces petites maisons au rez-de-chaussée. Il y en a plusieurs rangs. À Billancourt, voici le type de la maison double, donc, adossée au fond de parcelle avec un jardinet devant. Puis tente de réhabiliter le logement collectif dans un souci constant de viabilité financière. D'abord à travers des formules mixtes, et on retrouve la villa Cacheux, toujours à Billancourt, un ensemble. Alors on voit ici l'ensemble du lotissement, l'usine était de ce côté-ci, la grande avenue se trouve ici, c'est à l'angle de la rue Thiers, et on a sur l'avenue des immeubles, et sur l'intérieur de la villa, des petites maisons. Le développement que vous avez là est un extrait de cette partie-ci qui vous montre l'immeuble d'angle, le petit immeuble qui se trouve ici tout de suite après, et le plan d'une des maisons ouvrières qui se trouve en fond de parcelle et qui est précédé par un jardinet antérieur. Donc on a plusieurs modèles de logements ouvriers installés à proximité de l'usine qui les emploie. Et puis, il tente aussi l'expérience des immeubles collectifs seuls. À travers la palette de ses réalisations, Émile Cacheux représente assez bien le type du réformateur réaliste qui cherche une réponse à la question du logement ouvrier, salubre et assez bon marché pour rester accessible tout en offrant une rémunération attractive aux investisseurs. Comme Émile Cacheux, des hommes de bords différents, conscients de l'urgence de la situation, et qu'anime un semblable activisme pragmatique, se retrouvent pour tenter de résoudre la question. L'industriel Jules Siegfried, qui est originaire d'Alsace où il a connu Jean Dollfus et ses réalisations mulhousiennes, transfère après 1870 sa production textile au Havre, où il fonde dès l'année suivante la Société havraise des cités ouvrières, société qui construira 117 maisons sur 3 décennies, sous la direction de l'architecte Émile Bénard, qui était l'architecte du département. Élu maire en 1885, Jules Siegfried crée le casier sanitaire des maisons dès 1887 afin de dresser un tableau hygiénique de l'habitat de sa ville. Il laissera son nom à une loi sur les habitations à bon marché, votée en 1894, sur laquelle nous reviendrons. Dans ce refus du tout laisser-faire libéral, il trouve un allié en Georges Picot, magistrat conservateur, qui souhaite que l'initiative privée apporte un remède à la question sociale du logement, de peur d'une intervention étatique ou que s'imposent et se multiplient des solutions collectivistes comme celle du familistère de Guise. Dans le cadre de l'exposition internationale de 1889, la section d'économie sociale organise un congrès des habitations ouvrières qui rassemble notamment Siegfried, Picot, Müller, sous l'égide d'Émile Chesson, un ingénieur qui est en même temps directeur des usines Schneider du Creusot. Le congrès conclut en rappelant que la question doit être résolue par l'initiative individuelle ou par l'association privée, que, dans la mesure des possibilités économiques, la maison individuelle est préférable pour l'ouvrier. Enfin, que ces logements doivent être sains et salubres. Ce corps de doctrine servira de fondement à la création dès 1890 de la Société française des habitations à bon marché. Cette dernière formule, habitation à bon marché, plus large que logement ouvrier, fut préférée car embrassant d'autres catégories de salariés également nécessiteux, des célibataires, des employés, et parce que, étant plus neutre, la formule évitait de dissuader des investisseurs potentiels. La société se propose donc, je cite, d'encourager dans toute la France la construction par les particuliers, les industriels ou les sociétés locales de maisons salubres et à bon marché ou l'amélioration des logements existants. Fin de citation. Dès la première année, elle lance un concours pour la construction d'un ensemble de maisons et de petits immeubles à bon marché, remporté par l'architecte Georges Guyon sur la base de critères d'hygiène et de typologie. Alors, ce sera la ruche à Saint-Denis, qui est un ensemble qui a aujourd'hui disparu et qui est intéressant parce qu'il combine à la fois des immeubles d'habitation avec des petits logements et toute une série de maisonnettes avec jardinets. Et ici, on voit en fait des immeubles à l'intérieur d'un îlot encadrés par des pavillons bordés par leurs petits jardins.
Donc tout un ensemble assez différencié et hiérarchisé, qui est tout à fait intéressant. Et vous voyez qu'en plus, il y a tout un calcul des prix de façon à bien rester dans une fourchette qui est à la fois rentable pour l'investisseur et accessible pour les salaires ouvriers. C'est encore à Saint-Denis qu'une forme d'économie coopérative, née de la loi de 1867, voit le jour, stimulée par la loi Siegfried sur les habitations à bon marché de 1894. Cette même année verront le jour donc le Coin du Feu à Saint-Denis et le Cottage d'Athis. Ce dernier est, je cite, une société anonyme coopérative de construction de maisons à bon marché, dont l'objet est de construire des maisons salubres spécialement disposées pour servir de logement à des employés et ouvriers attachés à la compagnie du chemin de fer d'Orléans et de faciliter à ses membres l'acquisition de leur maison. Donc on voit les différents types. Il y a 7 types conçus par l'architecte Georges Guyon pour offrir des possibilités différentes, avec, vous voyez, en particulier des maisons doubles qui permettent donc de loger davantage de monde dans des petites maisonnettes. Les maisons relèvent de 7 types, simples ou doubles, en rez-de-chaussée ou d'un étage, avec jardinet attenant, dessiné par l'architecte Émile Bénard, déjà rencontré, je vous le rappelle, aux côtés de Jules Siegfried sur la ville du Havre. D'autres maisons compléteront cet ensemble, dessiné par Georges Guyon, celui qui avait dessiné la ruche de Saint-Denis pour la Société des habitations économiques. La loi Strauss permettra en 1906 aux coopératives d'emprunter à des taux avantageux auprès des caisses de crédit immobilier, tandis que la loi Ribot facilitera en 1908 l'accès des plus modestes à la propriété familiale. La cité Paris-Jardin de Draveil, dont on voit ici l'affiche publicitaire, est réalisée en 1909 dans un cadre coopératif avec des pavillons simples ou doubles dus à l'architecte Jean Walter, autour d'institutions et de services organisant la vie communautaire au sein du parc d'un château. Paris-Jardin offre le charme et la saveur d'une utopie libertaire champêtre. On est loin ici des cités minières ou sidérurgiques dont l'organisation spatiale reflétait la division sociale, maisons ouvrières au pied du carreau de mine ou des hauts fourneaux, tandis qu'à l'écart, les maisons de l'encadrement ou de la direction, l'école et les services divers se regroupaient à l'ombre de l'église. Paris-Jardin ignore une telle hiérarchie. Mieux, les sociétaires ont fait du château initial le cadre de leurs services communs. Mais c'est à Paris que sont leurs emplois, et c'est bien la limite de cette expérience libertaire entre lotissement agreste et cité-jardin avant la lettre. Enfin, des sociétés mutuelles d'épargne, régies par la loi 1907 relative aux sociétés de capitalisation, ainsi que par la loi de 1913 relative aux sociétés d'épargne, permettent donc à de petits épargnants, qu'ils soient ouvriers ou non, de constituer par cotisation un capital social destiné à acquérir des terrains, à lotir d'abord et à bâtir. Dans le cadre chronologique de notre intervention de ce soir, ce type de société ne fait que jeter les bases institutionnelles et financières d'une construction différée par la Grande Guerre qui interrompra la plupart des versements et repoussera donc la construction de ces maisons à l'entre-deux-guerres. À la veille de la Grande Guerre, le rêve ouvrier de maisons individuelles se clôt sur un bilan modeste. Les réalisations les plus importantes restent les lotissements patronaux, malgré l'aide apportée et les formules économiques qui se sont multipliées. Le logement de la classe ouvrière demeure globalement insalubre et insuffisant, malgré un attachement indéfectible à la maison, attachement dont témoigne une enquête parlementaire menée en 1884, où, pour la première fois, des ouvriers s'expriment librement. Je cite l'un d'eux, « Le peuple rêve d'un peu d'espace, au moins 2 pièces, et s'il y a des enfants, 3 ou 4 pièces ne sont pas de trop. Les maisons seraient, par exemple, divisées par groupe de 5, dont l'une aurait une façade en pierre de taille, l'autre en brique, une troisième en moellon, afin que rien ne pût faire croire qu'il s'agit là d'une cité ouvrière. » Fin de citation. Cet attachement des ouvriers à la maison familiale et la conscience de son coût inaccessible inspireront à quelques constructeurs des formules mixtes, mi-individuelles, mi-collectives, dont les maisons mulhousiennes
et la Ruche à Saint-Denis avaient, par leur mixité formelle, constitué des premières tentatives. Après tout, Müller n'avait-il pas proposé à Mulhouse une formule séduisante, une salle commune capable de réunir, donc on voit au rez-de-chaussée ici, voilà, donc capable de réunir la famille, et on trouve à l'étage des chambres avec ici des toilettes. Et donc et servant éventuellement un couchage complémentaire, la salle commune servant de couchage complémentaire, et avec à l'étage un nombre de chambres suffisant pour séparer parents et enfants, garçons et filles. Et la somme de 4 logements de ce type, assemblés sous un même toit, y formait bien une vraie maison, que l'on voit en haut à gauche. Au lendemain de cette enquête, donc en 1886, l'architecte Hilaire Renaud publie dans la Semaine des constructeurs 5 projets de maisons collectives qu'il réalise à Issy-les-Moulineaux. Donc on a ici les plans de maisons, tripartites, on va dire, hein, et qui ont été donc réalisés. On trouve ici donc cette maison tripartite. 20 allées des Citeaux. Il en réalisera d'autres rue d'Estienne-d'Orve et rue du Docteur Willem. Pour la compagnie immobilière, le comptoir central de crédit. Si le principe de la maison composite n'est pas nouveau, la multiplication de ces parties complexes, tant dans les arrondissements périphériques, je pense en particulier à la cité d'Aviel, à Paris, qui est l'œuvre de Jean Walter, que l'on a déjà trouvé à Paris-Jardin à Draveil, tant à Paris qu'en banlieue, témoigne du succès croissant de cette approche combinatoire dont le modèle tripartite brouille la référence au modèle ouvrier de la maison jumelle ou quadruple, donc la référence mulhousienne en quelque sorte. En 1895, l'architecte Juste Lich élève à Colombes un lotissement destiné au personnel de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest. Il y déploie une série de maisons complexes dont le programme varie selon les catégories socio-professionnelles. Aux maisons jumelles des modestes cheminots s'opposent les maisons cossues destinées aux familles des cadres. Par ses plans complexes et ses façades pittoresques, donc vous voyez ici 4 logements qui se répartissent l'ensemble de la maison, et voici une vue partielle du lotissement. Par ses plans complexes et ses façades pittoresques, renvoyant au cottage normand, l'architecte rejette clairement le modèle ouvrier en se réclamant de la villa bourgeoise, comme si l'entreprise commanditaire souhaitait inspirer à son personnel des perspectives de promotion sociale. Mais, il faut le remarquer, le logement cheminot, comme celui des compagnies minières, constitue une forme particulière du logement ouvrier, dans la mesure où il reflète la structure très hiérarchisée de son personnel et où ces entreprises consentent des investissements importants à ce budget. Pour les autres ouvriers et pour toutes les autres catégories, qu'il s'agisse d'ouvriers socialement intégrés ou de populations quasiment marginales, de la zone ou des taudis, une véritable politique du logement ne s'ébauche qu'à la fin du siècle, lorsque le vote de la loi Siegfried en 1894 permet de subventionner les organismes voulant construire des logements économiques. En ouvrant la possibilité d'une intervention de l'État, la loi de 1894 inaugure une politique du logement social fondée sur un appareil législatif appelé à élargir le champ et les moyens d'intervention en faveur des habitations à bon marché. La réflexion sur l'élaboration de modèles architecturaux, hygiéniques et urbanistiques va dès lors prendre un développement nouveau sous forme de concours et d'expérimentation. La loi Siegfried permet d'amorcer un tournant quand chacun constate l'insuffisance flagrante des réalisations patronales face à l'ampleur du problème, quand le modèle de la maison individuelle s'avère inapte à répondre à une demande massive de logements ouvriers au plus près d'usines installées en proche banlieue, tandis que les lotissements, du fait du prix des terrains, ne peuvent s'implanter qu'en grande banlieue ou à la campagne. Enfin, cette loi n'est qu'un début dans la mesure où l'initiative individuelle se révèle insuffisante et doit donc être relayée par un appareil législatif ouvrant la voie à des financements publics. Car d'abord, la loi Siegfried, votée dans une perspective libérale, se propose de faciliter l'accès des classes laborieuses à un logement salubre. Mais contrairement à certaines interprétations, elle vise moins à contourner l'initiative privée qu'à l'encourager. Si l'intervention publique est devenue possible, la loi l'envisage comme un prolongement à l'action privée.
Ainsi, les sociétés immobilières créées par certaines entreprises, et je pense par exemple à la Société des établissements Michelin à Clermont-Ferrand, fondée en 1909, ces sociétés seront tenues par le ministère du Travail pour des habitations à bon marché aussi. L'évolution des modes de financement s'impose à tous les esprits, tandis que se précise une thèse sous-jacente à l'émergence du logement ouvrier, et qui en est un peu la contrepartie, selon laquelle doit s'instaurer une relation de cause à effet entre une conception morale et bourgeoise de la famille et l'approche du logement comme cadre spatial de la structure familiale. Ce concept s'affirme avec d'autant plus de vigueur que l'épuisement du modèle de la maison individuelle amène à concevoir des logements collectifs, qui sont appréhendés comme autant de moyens d'initier les classes populaires à une certaine morale, à une forme d'intégration politique et sociale, enfin aux notions d'hygiène individuelle et collective. Dans cette perspective, le logement ouvrier fait ainsi l'objet d'un projet bien étudié par Monique Eleb, dont le parti sera l'instrument de cette politique éducatrice, parti élaboré et réalisé à l'initiative d'œuvres privées ou des pouvoirs publics, par le biais de concours qui permettront de fixer les innovations et d'améliorer les modèles grâce à une nouvelle génération d'architectes sensibilisés aux questions sociales, hygiéniques et techniques. La loi de 1894 amorce une nouvelle politique du logement social dans la mesure où elle lève le tabou de l'intervention publique dans son financement. Mais malgré le décret et la loi de 1885 qui la complète, en associant les caisses d'épargne à l'entreprise, le bilan de la loi Siegfried, 10 ans plus tard, s'avère limité faute de crédit public et privé, appelant un outil législatif complémentaire. Pour le financement, d'abord, la loi Strauss, en 1906, autorise communes et départements à donner des terrains aux sociétés d'habitation à bon marché, auxquelles elles peuvent consentir des prêts. La Caisse des dépôts et consignations le pourra aussi bientôt. En 1908, la loi Ribot propose que des sociétés régionales de crédit immobilier puissent prêter aux sociétés d'habitation à bon marché, avant que la loi Bonnevet, en 1912, ne crée des offices communaux et départementaux d'habitation à bon marché capables d'aménager, de construire et de gérer des immeubles salubres. Dès lors, s'établit un malentendu entre le patronat et les pouvoirs publics. Pour le premier, les logements patronaux sont réalisés par les entreprises dans une logique strictement économique. Le logement constitue un avantage offert au personnel découlant de son contrat de travail et ne vaut donc que pour la durée de son embauche. Ainsi, comme le remarque Hélène Frouard, les compagnies minières n'auront construit que 2925 logements en accession à la propriété contre 43 382 logements loués aux mineurs. En revanche, la législation initiée par la loi Bonnevet, instituant les offices publics d'habitation à bon marché, s'insère dans l'ensemble d'une politique de protection sociale, dont l'habitation ouvrière n'est qu'un volet parmi d'autres. Le choix d'instituer des offices relève d'ailleurs d'une certaine habileté, car cette forme d'établissement public permet de concilier et de conjuguer l'initiative privée, qui a ouvert la voie par le biais du logement patronal, mais qui aujourd'hui à ce moment-là montre ses limites, avec l'initiative publique émanant des collectivités locales et de l'État. Selon la formule d'Yves Gégouzeau, l'office, ce n'est ni l'État, ni la commune, ni la bienfaisance. C'est tout cela réuni dans une institution autonome, dotée d'une personnalité juridique propre. La politique de protection sociale qui s'ébauche possède aussi un volet sanitaire. Ainsi, en matière d'hygiène, dès 1902, une loi de santé publique impose des mesures générales et particulières visant la prévention des maladies contagieuses comme la tuberculose, mesures qui se traduiront par des règlements précis en matière de construction. Excusez-moi. Cet arsenal législatif et réglementaire procure désormais les moyens juridiques, économiques et hygiéniques pour construire en grand nombre des logements populaires et d'abord des immeubles de logements ouvriers. Dans ce domaine des immeubles ouvriers, l'initiative privée d'inspiration coopérative avait dès 1887 réalisé à Paris, 14 rue Jean Robert, un immeuble collectif appelé à servir de référence. L'immeuble construit pour la Société coopérative de consommation du 18e arrondissement par l'architecte Alcide Vaillant
dispose ainsi 4 logements par étage. Donc on voit très bien la cage d'escalier, rampe sur rampe, qui distribue différents logements, avec cuisine et salle à manger, ce qui est tout de même assez novateur. Donc, cuisine, salle à manger et chambre, avec un dégagement tout à fait distinct. L'architecte choisit donc un dispositif qui permet de dissocier cuisine et séjour. L'implantation d'un corridor central assure l'autonomie de chaque pièce, partie particulièrement novateur lorsqu'il s'agit des chambres. Le groupe des maisons ouvrières, société civile fondée en 1899 et dont les administrateurs étaient Émile Cacheux, confie à Georges Guyon, dont vous avez déjà entendu parler, l'étude de son premier immeuble, 45 rue Jeanne d'Arc, à Paris dans le 13e. Sur la parcelle en profondeur, donc 3 corps de bâtiments se succèdent. Donc la rue est ici, 1, 2, 3, avec en fond de parcelle des annexes qui devaient servir à des rangements complémentaires et qui ne fut jamais réalisé. 3 corps de bâtiments se succèdent de 6 étages chacun, chaque corps comprenant 24 logements. Chaque escalier, rampe sur rampe, ne dessert que 2 logements par palier. Donc ici, c'est l'étage supérieur pour les célibataires, donc on retrouve la formule de la caserne, on n'est pas trop perdu. Et donc on a des cages d'escalier qui desservent après ça des logements, 2 par 2. Les logements sont grands pour l'époque, 42 et 48 mètres carrés, alors que la moyenne en général dans ce genre d'immeuble, c'était plutôt la moitié, avec une double orientation, donc de part et d'autre, côté cour, côté rue, ce qui permet une ventilation meilleure pour les pièces et l'appartement, et des pièces indépendantes les unes des autres, en particulier les cuisines et les WC, ce qui en faisait un immeuble répondant aux exigences d'hygiène et qui fut primé comme tel en 1901. D'autres sociétés, telles que la Société des logements hygiéniques à bon marché, créèrent aussi des logements répondant à ces critères. Et l'immeuble construit en 1904 rue Trétaigne par Franz Jourdain et Henri Sauvage fut primé au concours des HBM. Si l'ossature de béton armé, laissée apparente avec son remplissage de briques, étonne alors par sa sincérité et son audace inhabituelle, la plupart de ces immeubles ouvriers sont simplement en briques, parfois associés à du béton de mâche-fer, voire à des moellons, les agrafes métalliques pouvant constituer le seul élément de décor. Seules sont gardées les articulations traditionnelles des maisons de rapport, bandeaux courants au-dessus des premiers et 5e étages, donc on voit vraiment un décor minimaliste qui cache mal une impression d'extrême pauvreté. Avec ce type de construction, certains philotropes qui ont suivi les recherches et les avancées du logement ouvrier depuis les expériences mulhousiennes considèrent avoir touché au but, comme Émile Cacheux, qui publie en 1902, en guise de testament, l'ultime édition de son recueil de modèles. Au tournant du siècle, pourtant, les temps changent. L'ère des initiatives philanthropiques isolées est dépassée. Celle des initiatives patronales strictement libérales aussi. Face à l'avènement d'une société industrielle et urbaine et à la mise en œuvre timide d'une politique de réforme sociale, l'avenir est aux œuvres philanthropiques, aux initiatives locales et aux politiques publiques. La naissance en 1904 d'une nouvelle société de construction, la Fondation Rothschild pour l'amélioration de l'existence matérielle des travailleurs, s'avère emblématique d'une évolution institutionnelle, du renouvellement des acteurs, enfin de l'apparition de programmes architecturaux inédits. En effet, les barons Alphonse, Edmond et Gustave de Rothschild décident en 1904 de consacrer 10 millions de francs à la construction de logements bon marché dans Paris. Après l'achat de terrains situés dans des quartiers populaires, rue de Prague dans le 12e arrondissement, rue du marché Popincourt dans le 11e, rue de Belleville dans le 19e, qui sont aussi des quartiers d'usines et d'ateliers, et afin de conférer à leur entreprise l'exemplarité recherchée, ils choisissent d'organiser un concours public ouvert à tous, sans programme précis. Cette démarche ne fut pas sans surprendre, tant la pratique du concours était revendiquée depuis décennies par nombre d'architectes qui, quoique moins préparés à l'exercice que leurs collègues élèves des beaux-arts, y voyaient le gage d'un égal accès à la commande publique. Si la pratique du concours se répand en effet avec l'avènement des Républicains, elle reste surtout liée aux commandes prestigieuses et officielles
les préfectures, les ambassades, les musées, les gares, les palais de justice, hôtels de ville, écoles, etc., les banques, quand ces épreuves ne sont pas organisées par les sociétés d'architectes elles-mêmes sur la base de concours d'idées. Un périodique même, les concours d'architecture, se fait l'écho des propositions et des résultats entre 1895 et 1914. La méthode retenue donc par les frères Rothschild vise à reprendre une pratique républicaine pour le compte d'une initiative privée afin, dans un premier temps, de susciter un débat d'idées et, en deuxième lieu, d'élaborer les meilleurs modèles de logement social signés des meilleurs architectes et sans contestation possible. Cette démarche républicaine sera reprise ultérieurement par d'autres fondations, le groupe des maisons ouvrières, future fondation Le Body par exemple, puis par plusieurs offices municipaux de HBM après le vote de la loi Bonnevet en 1912. Paris organise ainsi, dès 1912, des concours pour le tir des terrains, avenue Émile Zola dans le 15e et rue Henri Beck dans le 13e, nous y reviendrons. Faire progresser la question du logement populaire est bien ce qui motive le choix d'un concours en 2 temps, qui permet de rassembler à l'issue du premier tour un maximum d'idées et de propositions, il y a eu quand même 200 candidatures, dont 25 projets seront retenus pour le second tour. Et c'est bien la volonté de parvenir à la sélection des meilleures parties qui justifie le choix des organisateurs de permettre aux candidats admissibles d'améliorer leur projet final, fût-ce en puisant dans les solutions avancées par leurs concurrents. Il n'y eut pas de commande précisément définie, mais le programme publié en janvier 1905 se cantonnait à des généralités, précisant seulement qu'il s'agissait de concevoir des immeubles urbains en tâchant d'éviter tout ce qui eût pu évoquer la caserne ouvrière ou l'architecture des hospices. Les longs couloirs communs étaient prohibés et l'environnement ouvrier de l'ensemble du quartier, en particulier du Faubourg Saint-Antoine, devait être pris en compte afin d'offrir aux habitants de l'immeuble des ateliers, des commerces et des services communs impliquant des dispositifs d'ordre hygiénique, buanderie, bain-douche, traitement des ordures ménagères et des éléments de confort comme le chauffage et l'éclairage. En arrière-plan de ce programme minimaliste, rappelons que le Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation, qui s'était tenu à Paris en novembre précédent, avait permis, notamment à Émile Chesson, à Georges Picot et à Jules Siegfried, de définir à travers leurs interventions ce que l'on attendait désormais des logements ouvriers. Tous 3 siégeaient d'ailleurs comme experts au sein du comité de direction de la Fondation. L'innovation attendue du concours doit d'abord s'exercer sur le caractère hygiénique du logement ouvrier, tel qu'Émile Chesson le développe à plusieurs reprises. Il s'agit de concevoir des logements spacieux, aérés et correctement éclairés. Il recommande d'éviter les longs couloirs en multipliant les cages d'escalier. Chaque appartement doit offrir un nombre de pièces proportionné à l'importance de la famille. Mais dans tous les cas, il recommande de séparer la cuisine de la salle à manger, car la cuisine est un local technique où l'hygiène est constamment menacée. Elle doit donc être bien aérée et disposer d'eau courante sur l'évier, avec écoulement branché sur le tout à l'égout. C'est un chapitre sur lequel les hygiénistes ne transigent guère, même s'il y a débat entre eux sur le point de savoir si la cuisine est une pièce à part entière ou un appendice de la salle commune. Le groupement des maisons ouvrières, avenue Doménil, retiendra une forme de cuisine annexe. La formule de la cuisine intégrée à la salle à manger ou au séjour est souvent alors rejetée parce qu'elle renvoie à l'image de la salle commune des maisons rurales où s'exerçaient la plupart des tâches domestiques, avec le coin du feu, le coin cuisine, le coin repas, voire le coin couchage. Curieusement, plusieurs décennies plus tard, abattre la cloison entre cuisine et séjour apparaîtra très chic, fera très moderne, en référence au modèle américain, source de progrès et de modernité. Toujours pour des raisons hygiéniques, chaque logement doit disposer de toilettes munies d'eau courante. Émile Chesson évoque aussi à plusieurs reprises les dispositifs hygiéniques concernant l'évacuation des ordures ménagères, le lavage du linge grâce à une buanderie collective, le chauffage et l'éclairage distribués dans les appartements. Passant du logement à l'immeuble, Chesson souhaite que chaque immeuble dispose d'une cour privative, contribuant avec la rue à l'aération des logements et offrant aux enfants un peu d'air, un rayon de soleil et un coin de verdure. Accessoirement, la cour peut abriter des bicyclettes et des voiturettes tenant difficilement dans un appartement.
Les bicyclettes sont encore rares, elles ne sont pas encore à la portée de toutes les bourses des ouvriers, comme ce sera le cas durant l'entre-deux-guerres. L'auteur n'exclut pas la possibilité d'enrichir ce programme de base d'installations et de services complémentaires tels que commerce, salles de réunion ou dispensaires mutualistes par exemple. L'exécution du concours que Marie-Jeanne Dumont a minutieusement étudié et dont elle vous parlera dans une séance suivante offre une occasion précieuse de confronter ces exigences à la réalité d'un terrain en les faisant passer de l'échelle de l'immeuble urbain à celle de l'îlot. Certains candidats échoueront faute d'avoir saisi cette opportunité. Anatole de Baudot, par exemple, propose une composition qui ne fait que reproduire et multiplier à grande échelle un rang de petits immeubles philanthropiques. Le projet d'Anatole de Baudot est celui-ci. On a donc toute une série de grandes façades, rue de Prague, rue Charles Baudelaire, et ici rue Théodore Roussel, je crois, avec des cours intérieures qui sont fermées par d'autres barres de logement. Ce parti présente l'avantage de créer une grande cour intérieure, mais elle devrait être plus ouverte pour en augmenter la ventilation. Ici, effectivement, ce sont des cours qui sont quand même assez fermées. Tony Garnier prend le parti inverse. S'appuyant sur la tolérance qu'offrait le nouveau règlement de voirie de 1902 en matière d'alignement, il propose une composition d'éléments cruciformes répondant aux impératifs hygiéniques, suppression des cours et des courettes intérieures, disparition des espaces aveugles, ventilation des locaux par deux ouvertures opposées en tenant compte de l'orientation solaire. Mais sa composition faite de diagonales croisées bousculait trop le goût des alignements et des façades pour être alors apprécié. On verra que ultérieurement ce parti d'ensemble sera repris à l'époque des grands ensembles, donc plusieurs décennies après. Finalement, c'est Augustin Rey qui remporte le concours avec un parti dicté selon son auteur dans un souci de ventilation optimale. Donc c'est le parti qui est ici. Le projet de l'ensemble se compose d'un grand corps de bâtiments aligné sur la rue de Prague, sur lequel se grèvent deux ailes en retour d'équerre, dessinant trois squares intérieurs ouvrant sur les rues Charles Baudelaire et Théodore Roussel, même si des ailes en rez-de-chaussée, que l'on voit dessinées donc en pointillé ici, délimitent partiellement ces cours pour abriter commerces, ateliers et services divers. Les logements de taille variable, de 2 à 5 pièces, satisfont aux conditions d'hygiène et de confort posées par Émile Chesson. Pièces aérées, cuisine indépendante avec bac à douche, placard, garde-manger et vide-ordures. Cours ouvertes et orientation des locaux assurent une hygiène stricte à l'ensemble des logements. Les escaliers, larges et aérés, semblent des rues verticales et aux parois carrelées de carreaux de faïence blanche. La composition des façades traduit la distribution des logements, mais évite toute banalité répétitive par la fragmentation des masses. En plus de la construction d'un ensemble de logements populaires exemplaires, le bénéfice du concours, au retentissement considérable, se mesure à l'aune des leçons qui en seront tirées. C'est d'abord l'aptitude des candidats à résoudre les questions d'hygiène urbaine, qui a fait la différence entre une génération d'aînés, pour qui la composition monumentale prime en milieu urbain, et une génération plus jeune qui considère que le logement populaire, bien qu'urbain et collectif, doit d'abord être sain, c'est-à-dire aéré, ensoleillé et scientifiquement conçu. Les premiers étaient coutumiers de la commande publique, souvent jugés sur le traitement des façades, même si ce n'était pas seulement sur cela. Les seconds s'illustreront par des réalisations plus techniques de programmes appelés à un certain avenir. On les retrouvera effectivement pour les programmes de logements hygiéniques, d'hôpitaux, de dispensaires, de sanatoriums, d'écoles de plein air. Alexandre Mestras, par exemple, édifie vers 1909 la ville sanatorium de Zuydcoote. Je crois que Bernard Toulier vous l'avait montré, je crois, comme exemple de villégiature sanitaire. Donc il édifie la ville sanatorium de Zuydcoote avant d'être choisi pour réaliser dès 1921 la cité-jardin de Suresnes. C'est évidemment la conception du logement qui bénéficie le plus immédiatement des propositions des candidats par les débats qu'ils suscitent, dont les thèses hygiénistes trouvent ici leur traduction.
Les logements retenus sont ainsi proportionnés à la taille des familles, du studio pour célibataires aux 5 pièces pour familles nombreuses. Si les pièces sont de taille modeste, de 12 à 15 mètres carrés en moyenne, la cuisine est clairement séparée du séjour. L'appartement, tel qu'issu du concours, devient un modèle de référence en ce qu'il propose une élévation du niveau d'exigence en matière de confort et d'équipement. Tous les réseaux de l'habitation moderne sont prévus, l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage collectif. Des équipements tels que vide ordures et monte-charge font leur apparition dans le logement populaire. À l'occasion du concours, outre les lavoirs et les bains-douches, ici un lavoir collectif d'un groupe d'habitation donc de la rue de l'Amiral Roussin, et remise habituelle, plusieurs lauréats proposeront également des équipements plus originaux tels que garderie, garage, bureau de poste ou cabinet médical. Le parti retenu pour l'escalier est révélateur d'un déplacement de la problématique du logement social. Si leur nombre permet d'éviter une concentration d'appartements par palier, par souci moral et politique, le traitement architectural en forme de rue verticale, ouverte, aux parois carrelées, révèle un glissement vers l'architecture hygiénique et médicale. Ainsi, au travers des divers projets engagés, s'impose une approche hygiénique de l'architecture, dont la réponse ne peut être qu'urbaine. Car réduire le quotient des surfaces bâties sur un terrain donné afin de supprimer cours et courettes fermées, comme le préconisait la loi de 1902, et multiplier les cours ouvertes suppose de disposer d'îlots plus vastes, dans des lotissements desservis par une voirie conçue dans un même geste architectural et urbain. Triomphent donc, logiquement, les architectes qui, prenant en compte le changement d'échelle, conçoivent l'opération en termes d'aménagement de l'îlot, appréhendé comme une portion de ville. Lorsqu'en 1909, l'ensemble de la rue de Prague accueille ses premiers résidents, il compte 321 logements capables d'abriter près de 1200 personnes. Mais du projet primé en 1905 à l'appel d'offres de 1907, le passage du rêve à la réalité se traduit par une sévère réduction des ambitions. Après la démission d'Augustin Rey, suite à ces révisions, le plan définitif que l'on a ici, attribuable à Victor Nénaud, dispose un ensemble de bâtiments en dents de peigne, dessinant dans l'îlot 3 cours intérieures de tailles différentes. Donc on a des bars avec une cour centrale assez vaste, une cour ici assez resserrée abritée dans le service commun, et une cour ici assez resserrée, mais toutes communiquent, ce qui facilite tout de même les systèmes de ventilation. Sur lesquels s'ouvrent les cages d'escalier. La construction est en maçonnerie traditionnelle, alliant pierre et briques. Voici les façades sur la rue de Prague. Tandis que l'emploi du béton armé est réservé aux parties techniques, cages d'escalier, espaces soumis à de fortes charges, locaux libérés de supports intermédiaires comme les ateliers, les lavoirs, la salle de conférence. Les services communs sont discrètement placés en rez-de-chaussée, voire en sous-sol. Si la taille des logements était ramenée à des mesures modestes, les éléments de confort, l'eau, gaz et l'électricité ont été conservés, ainsi que les dispositifs hygiéniques, WC, vide-ordures. Le programme des services communs demeure inchangé avec ses lavoirs, bains-douches, chambres mortuaires même, dispensaires et garderies. S'y ajoute une école manégère pour jeunes filles, des boutiques et une coopérative alimentaire qui renforce le sentiment d'appartenance communautaire. Tirant les leçons de l'expérience acquise avec l'ensemble de la rue de Prague, le groupe Bargue, le groupe de la rue Bargue, achevé en 1912, donc 3 ans après, et destiné aux familles nombreuses, apporte des corrections au projet initial. Afin de leur éviter une gestion déficitaire, la plupart des services communs s'ouvrent ici à la population de tout le quartier, et l'école ménagère devient un restaurant pour tout le monde. Mais d'un point de vue architectural, c'est le plan d'ensemble qui témoigne d'une maturation accrue. L'ensemble se compose ainsi d'une série d'immeubles à redans dont l'implantation linéaire et répétitive crée une discontinuité des façades, tandis que le centre de la parcelle reçoit un taux d'occupation très dense, puisque le corps de bâtiment central forme l'épine dorsale d'un ensemble sur lequel se greffent les autres éléments. Donc la rue est par ici, et le milieu de parcelle est effectivement la partie la plus densément construite. Malgré les aléas inhérents à la mise en œuvre d'un projet théorique,
l'impact de l'initiative de la Fondation Rothschild est quasi immédiat et suscite l'apparition d'autres œuvres philanthropiques qui en reprennent les objectifs, les méthodes et les moyens. Tandis que le banquier Alexandre Weil se soucie de loger des employés de la banque, du commerce et de l'industrie, la Fondation Singer-Polignac construit dans le 13e arrondissement, rue de la Colonie, des immeubles sur cour ouverte qui n'ont rien à envier à ceux de la Fondation Rothschild. La fondation du groupe des maisons ouvrières s'en trouve stimulée et tente de diversifier sa construction en fonction des groupes sociaux visés. La petite bourgeoisie sera accueillie avenue Daumesnil, tandis qu'un hôtel pour célibataires est construit en 1911 rue de Charonne par l'architecte Auguste Labussière. Donc la rue Charonne ici, l'avenue Fédère qui est ici. On a ici un plan des étages avec toutes les chambrées que vous voyez. En fait, l'immeuble, le bâtiment s'aligne sur les deux rues et tout au rez-de-chaussée se trouvent toutes les parties communes, réfectoire, salle de lecture, etc. Et la partie sous-sol est affectée aux services communs, cuisine, buanderie, etc., accessible par un passage ici, qui est une cour technique qui descend vers les sous-sols. Et l'ensemble de la rue de la Saïda recueille exclusivement des familles nombreuses et pauvres. Ce dernier ensemble, de 1913, semble d'ailleurs appliquer au plus près les recommandations d'Augustin Rey. C'est un ensemble de petits bâtiments reliés entre eux par des escaliers entièrement ouverts qui rappellent les galeries extérieures des casernes ouvrières d'antan. Par son économie structurelle, l'architecte, donc toujours Labussière, s'inspire de la formule de la rue Trétaigne de Sauvage. L'ossature de béton apparente sert de cadre à des murs de briques silico couverts d'un toit terrasse dépourvu de tout ornement. L'efficace sévérité du parti sera reprise après-guerre, d'ailleurs à Lyon par Tony Garnier pour ses immeubles du quartier des États-Unis. 1912 semble d'ailleurs une date charnière, car c'est aussi l'année du vote de la loi Bonnevet qui autorise les villes à construire des logements sociaux par le biais d'offices publics d'HBM. Quelques mois plus tôt, Paris en avait reçu l'autorisation de l'État pour édifier 26 000 logements ouvriers en faveur des familles nombreuses. Dès la fin de l'année, la ville ouvre des concours pour lotir 2 terrains, avenue Émile Zola et rue Henri Beck. D'un point de vue architectural, le programme proposé pour le premier ensemble se fait l'écho du concours Rothschild. Mêmes immeubles urbains, mêmes exigences hygiénistes et mêmes services communs. Mais tandis que le type dit Émile Zola bénéficie du niveau d'exigence des fondations, le groupe construit en 1911 boulevard Bessières pour la Société des logements populaires et hygiéniques par les architectes Louis et Alfred Fein, n'offre encore que des logements de 2 pièces. Donc on voit ici les structures des logements avec des demi-pièces qui sont les chambres séparées par des cloisons partielles, vous voyez. Des logements de 2 pièces dont l'une a un évier, donc qui sert de cuisine, mais ne possède ni eau ni sanitaires intérieurs, qui sont répartis sur le palier, là-haut au débouché des escaliers. Et avec une desserte parcoursive extérieure selon un dispositif déjà bien connu, que l'on retrouve ici et que l'on voit ici. Notons cependant que Tony Garnier avait également retenu ce parti de la galerie ouverte pour distribuer les habitations en commun de la cité industrielle qu'il projetait dès 1900 et 1904, dont la moquette se trouve en haut de la cité de l'architecture, et que le même architecte donnera ses lettres de noblesse à la formule par l'inversion de ce parti très présent dans l'habitat ouvrier de Boulogne-Billancourt lorsqu'il concevra la distribution interne de son hôtel de ville. Si, à la veille de la Grande Guerre, on tente une évaluation de 20 ans de politique du logement social, donc 1894-1914, le bilan doit prendre en compte autant les acteurs de ce nouveau champ d'intervention, leur formation, leur appartenance sociale, leurs projets, que leur réalisation qui constitue une nouvelle architecture vernaculaire, populaire et urbaine. Il apparaît ainsi que la démarche adoptée dans ce domaine s'appuie sur une approche pluridisciplinaire du problème de façon à établir une architecture scientifique. Les promoteurs de cette politique du logement social prétendent amener la réflexion architecturale au statut de science exacte, portés qu'ils sont par un mouvement scientiste qui, à la suite du sociologue Émile Durkheim,
prétend définir une science des mœurs susceptible d'étayer l'élaboration de nombreux et nouveaux programmes sur la base d'une connaissance sociologique des futurs locataires. Plusieurs fondations, notamment le groupe des maisons ouvrières, on l'a vu, avaient conclu à la nécessité de construire des ensembles différenciés selon le statut ou l'état de leurs locataires, célibataires, employés, familles nombreuses, afin de mieux adapter les parties aux catégories de population attendues, et parfois non sans arrière-pensée réformatrice. Mais ce qui domine la littérature relative au logement social de cette période 1890-1914, voire après, et qui ressort de tous les programmes de logements sociaux de l'époque, c'est la conviction que l'architecte doit s'ériger en bras armé de l'hygiène urbaine dans sa lutte contre les maladies contagieuses. On sait que l'hygiène fait alors l'objet d'un cours dispensé à l'école spéciale et qu'il y a une demande pressante pour que le sujet soit également traité devant les étudiants des beaux-arts. S'impose ainsi l'idée que seule une architecture hygiéniste peut prétendre à un statut scientifique. Et de rencontres interdisciplinaires entre médecins et architectes en articles de la presse architecturale, on constate l'intégration rapide et complète des principes de l'architecture sanitaire dans le logement social. Si l'immeuble à redans en constitue sans doute la première transposition de l'architecture pavillonnaire, l'idée d'immeuble à gradins a très probablement été soufflée à Henri Sauvage par la publication de modèles pour sanatorium élaborés vers 1900 en Allemagne. Les prescriptions hygiénistes ne se limitent pas au plan, aux structures du bâtiment, mais empruntent à l'architecture hospitalière des exigences relatives aux aménagements intérieurs, peinture à l'huile et lessivable des murs, carrelage pour les sols, voire sur les parois, des espaces communs, comme les escaliers ou la cuisine, hauteur des plafonds, taille des fenêtres, ventilation permanente s'inscrivent désormais au rang des constantes des cahiers des charges des programmes de logement social, après avoir figuré dans ceux des hôpitaux. On ne pouvait, hélas, résoudre la question du logement social par une simple ordonnance médicale, car la construction est solidaire du milieu dans lequel elle s'insère. Et les contraintes de l'environnement urbain s'avèrent déterminantes dès lors qu'on élève la réflexion à l'échelle de l'îlot, voire du quartier. Ainsi, la typologie de l'habitat va-t-elle se trouver affectée par le décret de 1902 autorisant à Paris une hauteur d'immeuble de 32 mètres au lieu des 22 mètres 41 autorisés jusqu'alors pour les immeubles sur rue de plus de 20 mètres de largeur. Si l'ascenseur et l'essor de l'architecture moderne à travers l'emploi de structures métalliques ou de béton armé favorisent la croissance des gabarits, le risque corrélatif de réduction de l'ensoleillement des logements suscite l'émergence de l'immeuble à redans qui offre une solution à l'ensoleillement et à l'aération des pièces, tout en permettant une plus grande densité d'occupation du sol. Solution qui s'ajoute à l'autre formule, fournie par les immeubles à gradins, dont les retraits successifs compensent la hauteur accrue de l'immeuble en élargissant à mesure l'ouverture de la rue. Peu après le premier congrès consacré à l'hygiène dans l'habitation, Jules Siegfried crée en 1909 la section d'hygiène urbaine et rurale dans le cadre du musée social, tant aménagement urbain, hygiène et logement social lui semblent liés. En quête de terrain du fait de la pression urbaine, Eugène Hénard réclame dès avant-guerre la municipalisation de la zone des fortifications, devenue obsolète du fait des progrès de l'armement, afin d'y construire des immeubles à bon marché, hors des contraintes du tissu parisien, et sur des espaces vierges permettant une réflexion urbaine préalable à toute construction sociale. Il faudra attendre et la loi Bonnevet de 1912 et la loi d'avril 1919 déclassant les fortifications pour que l'on passe de débats anciens et animés à des projets et réalisations marqués par l'histoire de l'entre-deux-guerres et par l'intervention d'architectes qui se spécialisent à Paris comme en banlieue dans le logement social. Car le concours de la Fondation Rothschild annonce l'arrivée dans la carrière d'une nouvelle génération d'hommes de l'art qui, diplômés pour la plupart entre 1890 et 1910, ont été sensibilisés à la question de l'hygiène urbaine et du logement social. Augustin Rey, donc le gagnant du concours de la Fondation Rothschild, diplômé en 1888, gagne donc le concours Rothschild, succès qui va décider de l'orientation de sa carrière. Devenu architecte titulaire de l'institution, puis membre du Conseil supérieur des habitations à bon marché,
membre aussi de la section d'hygiène urbaine et rurale du musée social. Il devient dès lors un spécialiste du sujet et prend à ce titre une part active aux travaux de l'association des hygiénistes et techniciens municipaux. Après 1910, il ne construit plus guère, mais diffuse un enseignement en matière d'hygiène urbaine et de logement social qui marquera nombre des architectes qui interviendront après auprès des fondations ou des offices publics de HBM, comme entre autres Henri Provençal, Léon Bénard, Alexandre Mestras, déjà cité, Maurice Peyret-Dortal, Eugène Gonod et Georges Albinck, Félix Dumague, ou le trio Bassompierre, Sirvin et Deruté, pour ne citer qu'eux. De concours en concours, leur nom se retrouve, tantôt à l'office des HBM de Paris, tantôt à celui du département de la Seine. Tel dirige l'office municipal de Montreuil, et je pense à Florent Lanquette. Tel autre travaille pour celui de Colombes, et là je pense au couple Tréant et Maté. Les carrières des uns et des autres se trouvant à s'épanouir durant l'entre-deux-guerres à la faveur des politiques publiques d'urbanisme social, départemental ou municipal. En mobilisant les idées et les forces vives d'une génération d'architectes, d'ingénieurs, spécialistes du logement social, les fondations, premier rang desquelles la Fondation Rothschild, auront contribué à lancer un débat d'idées et de propositions par le biais de concours qui ont galvanisé les énergies, fait remonter des propositions multiples qui, quand elles n'ont pas été immédiatement adoptées, c'était le cas du parti de Tony Garnier par exemple, ont enrichi les réserves d'idées que d'autres sauront souvent mettre à profit ultérieurement. C'est bien sûr le catalogue de modèles et de dispositifs architecturaux que l'on retiendra d'abord de ces concours, qui seront montrés et commentés dans les grandes expositions internationales et que les fondations publieront pour leur propre publicité. Le niveau d'exigence affiché et réalisé en matière d'hygiène par les fondations dans le domaine du logement s'avère exemplaire sur de nombreux points qui deviendront des références. C'est d'abord le souci d'adapter l'offre à l'importance de chaque foyer et à son degré d'intégration sociale, conduisant les commanditaires à prévoir une gamme de formules assez novatrices. C'est aussi la volonté d'offrir des pièces indépendantes, garantes d'une certaine intimité et d'une moralité relationnelle, nouvelle dans le logement populaire, hérité du modèle bourgeois. Le rejet de la salle commune de type rural, au profit d'un séjour et d'une cuisine indépendante, où l'on peut manger ensemble, participe aussi du projet éducatif qui inspire le parti architectural. C'est encore, nous l'avons dit, le triomphe d'une architecture hygiénique, à travers des dispositifs multiples, mais c'est aussi l'assurance d'un certain confort domestique par l'accès aux principaux réseaux urbains, confort qui change la vie quotidienne des populations modestes, par la facilité d'un éclairage, efficace et commode pour s'instruire, et je rappelle que depuis 1881-82, l'instruction primaire est devenue obligatoire pour toutes les catégories d'enfants, même des milieux populaires. C'est le confort également et l'agrément d'un chauffage qui dissuade de trop rester dehors, surtout lorsque des services collectifs incitent à se retrouver entre locataires pour des activités communes. À plus grande échelle, la richesse des programmes se traduit par des ensembles aux cours largement ouvertes, aérées et ensoleillées, aux cages d'escaliers multiples et monumentales, bien que d'un confort sommaire, car il ne s'agit pas de trop traîner dans les escaliers. Il faut bien souligner la réussite fréquente de leur insertion dans l'environnement urbain, à qualité plastique de façades différenciées, alliant pierre et briques sur la rue, vous voyez que sur le cours, les façades sont plus austères, évitant la monotonie d'alignement répétitif par des effets de rupture volumétrique, par le retrait aux cours ouvertes, et des effets de rupture par les effets chromatiques. Émerge alors une architecture typée, qu'on a pu qualifier donc de vernaculaire et urbaine, tant la brique qui fonctionne comme un marqueur social, avant que le béton n'y soit trop fréquent, mais ce sera surtout durant l'entre-deux-guerres. Enfin, l'émergence de ce type architectural n'est appelée à un certain avenir que parce qu'il s'insère dans un îlot. Mais bientôt, il s'agira de repenser l'îlot à la mesure de l'ensemble des logements sociaux. C'est aussi le rapport entre largeur de la voie et hauteur de l'immeuble, ce qu'on appelle le prospect, qui est posé par le biais d'exigences hygiéniques. À vouloir placer l'immeuble en retrait de la rue et à multiplier les cours ouvertes, on débouche vite sur le parti de la rue Bargue, où la barre implantée au centre de la parcelle commande à des éléments en redans. L'immeuble à redans, dont l'initiateur probable fut Eugène Hénard, qui était président d'honneur de la Société française des architectes urbanistes fondée en 1913, devait ainsi connaître un brillant avenir,
car à condition de morceler la barre centrale, on obtenait donc une succession d'immeubles en T dans le plan présentait de multiples avantages. Les pièces s'ouvrant de part et d'autre y reçoivent un éclairage alterné et une ventilation dynamique. L'organisation des logements au sein de l'immeuble gagne un confort accru pour les pièces à vivre qui ouvrent sur un espace privatif, la cour ouverte, revalorisée aux dépens des pièces donnant sur la rue, qui étaient jadis les pièces nobles. Rappelez-vous la présentation de l'immeuble haussmannien la semaine dernière. On voyait bien que l'enfilade des salons donnait sur les grands boulevards. Mais le passage du logement collectif en barre à l'alignement d'immeubles à redans exige qu'une réflexion préalable préside à tout chantier d'importance, puisque l'on passe de l'échelle de l'îlot à celle du quartier. Et là, je fais juste une incursion durant l'entre-deux-guerres. On a ici le premier îlot construit de la cité Jardin de Suresnes, où on voit qu'il y a une succession le long des grandes avenues d'immeubles en T, alternant d'ailleurs avec des pavillons doubles qui montrent une volonté de mixité sociale et formelle, alors que les services communs, buanderie, bain-douche, sont au centre de l'îlot à côté du jardin. La réalisation en 1922-23 du groupe d'immeubles de la rue Henri Bec que l'on a vu tout à l'heure, conçu dès 1912 par la ville de Paris, était à cet égard assez prometteuse au regard du succès rencontré par la formule dans les cités-jardins du département de la Seine à Suresnes. Donc vous avez le plan et voici donc l'élévation sur l'une des grandes avenues de Suresnes. Enfin, il faut savoir gré aux commanditaires de ces logements sociaux d'avoir su, pour la plupart, éviter une pauvreté visuelle quand d'autres temps on eût jugé convenable au logement des classes populaires. À regarder de près, l'exécution de ces ensembles, et malgré la modestie des budgets réservés au décor, il apparaît que leurs architectes y ont, autant que possible, déployé les ressources de ce que Paul Chemetov a nommé la paradomestique, dans le droit fil des idées de l'art pour tous, promu par les théoriciens de l'école de Nancy. Certes, il ne faut pas chercher des boiseries contournées, des meubles de Majorelle ou des verrières de Gruber, mais dans une humble mesure, l'alliance de l'utile, du beau et de l'accessible produit ici ou là des parements, des ferronneries qui dépassent le seul registre de l'utilitaire. Comment en effet ne pas remarquer la polychromie de certaines façades, où la brique ne se limite pas au seul rôle de marqueur social, mais est à la fois matériau de grosses œuvres et élément de décor. Si les carreaux de faïence blanche placés dans les cuisines et les cages d'escalier de la fondation Rothschild renvoient clairement à l'environnement hospitalier, les discrets décors céramiques placés par la bussière au foyer de la rue de Charonne ou dans les immeubles de la rue de la Saïda apportent une efficace touche de couleur à des murs de briques silico, tandis que les cheminées de la rue de l'Amiral Roussin semblent sorties tout droit du catalogue de décors de grès flammé de l'entreprise Gentil et Bourdet. On a non seulement des carreaux, mais on a également une frise de motifs végétaux qui s'y ajoutent en relief, qui sont tous donc en grès flammé. Ces rapprochements n'ont rien de gratuit quand on sait que l'école de Nancy, qui s'intitule Alliance provinciale des industries d'art, rassemble toutes sortes d'artistes, de créateurs, d'intellectuels et d'acteurs des mouvements philanthropiques que l'on retrouve dans les fondations, les courants hygiénistes et parmi les tenants de l'économie sociale. Au nombre de ces partisans de l'art pour tous ou de l'industrie au service d'un art populaire, ce sont leurs formules, qui exposent en 1900 à Paris au salon de l'école de Nancy, on trouve des architectes qui sont aussi des décorateurs, comme le Lorrain Émile André, dont on sait qu'il eut pour condisciples à l'école des Beaux-Arts Auguste Labussière, Henri Sauvage, Alphonse Gentil et Eugène Bourdet, les deux derniers exposant au Salon des artistes français une cheminée à hotte en céramique. Ce matériau coloré, jadis réintégré par Alexandre Bigot dans le décor d'architecture, mais qui était jusqu'alors réservé aux façades des immeubles bourgeois, trouve ici un nouvel emploi démocratique. Et je pense en particulier aux façades des HBM construites par Henri Sauvage en 1908, boulevard de l'Hôpital, pour la Société des logements hygiéniques à bon marché, façades qui, si je ne me trompe, ont été enduites d'un revêtement qui cache malheureusement les décors céramiques.
car le revêtement céramique, qui est aussi une technique et un décor, trouve dans ces programmes d'architecture sociale une place privilégiée. Il y démontre ses qualités fonctionnelles. Effectivement, il sert facilement au décor des cheminées, au carrelage des sols, au revêtement des façades. Il prouve aussi ses qualités hygiéniques. C'est un matériau lavable et en même temps il est inaltérable. Son prix est accessible car c'est un produit de l'industrie. Et sa valeur décorative satisfait une esthétique fonctionnaliste dans le cadre de décors monumentaux. Lorsqu'éclate la Grande Guerre, la question du logement ouvrier s'est élargie à la question du logement social, à mesure que les intervenants se multipliaient face à l'insuffisance des réalisations patronales et face aussi à la diversification des demandeurs. Alors que la Pierre d'Angle, la revue des architectes des bâtiments de France, appelle dans un de ses derniers numéros à une réévaluation du logement social des années 60-70, les témoins des premières formes du logement ouvrier se font rares. Et il y aurait urgence à en étudier, voire à en conserver plus activement les derniers exemples qui ne se limitent pas aux cathédrales du genre. Sous l'influence de mouvements divers et convergents, hygiénistes, philanthropes, urbanistes, des ensembles urbains considérables apporteront bientôt une réponse massive à la crise du logement populaire, tandis que de grandes entreprises, comme certaines compagnies ferroviaires, mèneront une politique volontariste à l'échelle des besoins. Ainsi, les expérimentations architecturales, économiques et sociales donneront, durant l'entre-deux-guerres, un développement aux réflexions et aux initiatives des années d'avant-guerre, défis auxquels politiques, architectes et urbanistes devront répondre par l'élaboration de formes et de programmes nouveaux. Ce sera l'objet de la conférence à venir de Marie-Jeanne Dumont. Je vous remercie de votre attention.